mène un projet de recherche autour de la notion de justice. Donc là, ça fait à peu près 2 ans. Voilà, 2 ans qu'on parcourt les routes de France pour une sorte de tribunal populaire itinérant. L'année dernière, on a monté une adaptation contemporaine d'une pièce classique, Marie Stuart, qui a été écrite par un auteur allemand, Friedrich Schiller, en 1800. Cette histoire, c'est l'histoire de Marie Stuart, reine d'Écosse, Marie Stuart, reine d'Écosse, et de sa grande cousine, Élisabeth Ier, reine d'Angleterre et d'Irlande. Donc 2 femmes reines dans un monde d'hommes. Élisabeth et Marie, ce sont vraiment les 2 faces de la même femme, d'accord? C'est-à-dire que Marie est celle qui aime, qui a choisi de se marier, et Élisabeth, celle qui a choisi de ne pas se marier et de ne pas enfanter. Le résultat, c'est le même. Marie, elle, est blâmée pour sa mauvaise vie, et Élisabeth pour vivre comme un homme. Marie Stuart est accusée et condamnée pour complicité de meurtre de son mari, Henry Stuart. Qui est mort, tué par l'amant de Marie Stuart, qui s'appelle Jacob Boswell, qui a été reconnu coupable et emprisonné. Mesdames, Messieurs, j'ai donc le plaisir de vous accueillir ici, aujourd'hui à Mantes-la-Jolie, pour la révision du procès de Marie Stuart. Dans la nuit du 9 février 1567, une maison aux portes de la ville explose. Cette maison, c'est celle de Marie et de son époux Henri. Un peu plus tôt dans la soirée, Marie rejoint Jacob, son amant, après avoir laissé son fils Jacques chez la nourrice. Elle quitte la fête vers minuit. Pendant qu'elle récupère son fils chez la nourrice, la maison explose. Et Marie, elle, a été accusée et condamnée de complicité de meurtre de son mari. Elle fait aujourd'hui appel de ce verdict. Et effectivement, Henri, non content d'être alcoolique et dépendant au jeu, est un homme violent. À peine au lendemain de son mariage, Marie sait déjà qu'elle ne pourra pas continuer comme ça sans que sa vie et celle de son fils soient perpétuellement en danger. C'est dans ces conditions qu'elle rencontre Jacob. La suite, vous la connaissez. La maison explose. L'amant est vu sortant de la dite maison. Le mari violent est retrouvé mort. La femme battue et saine et sauve. Mais coupable de complicité de meurtre. Alors, il ne lui est pas reproché d'être une victime. Évidemment, quand il a fallu choisir entre sa vie et celle de son mari violent, elle n'a pas hésité. Et il ne lui est pas reproché d'être une victime, mais de ne pas avoir été capable de s'en tenir au cadre de notre société. Je suis désolée, ce n'est pas des façons d'agir. Elle a utilisé ses atouts féminins, là, ses attributs pour ensorceler cet homme, pour abuser de sa faiblesse d'homme. Voilà. Excusez-moi, je me permets de vous arrêter. Si nous ne voulons pas vous entendre demander à ce qu'on dresse, je ne sais pas, un bûcher sur la place de l'hôtel de ville pour la brûler vive. Alors, toutes les femmes détentrices d'un certain savoir, et par extension d'un certain pouvoir, ont été persécutées. Voilà, c'est ça. 1700. Hedvig Gardena in Bremedon, Hélène Fremedon, Herr Kruk. Hibes Frofregeba. Je suis désolée, je ne comprends pas ce que vous dites. Non mais excusez-moi, vous pouvez pas parler anglois comme tout le monde? Je veux dire, ça fait pourtant un moment maintenant que l'anglois est devenu la langue officielle du duché, vous devriez le savoir ça, non? Il faudra interroger tous les gens du coin, ce sera votre parole contre la leur, une procédure longue et éprouvante pour tout le monde pour arriver à un non-lieu. C'est-à-dire que là c'est le procès d'une femme, d'accord? Mais de la vie d'une femme, en dépit de toute preuve, basée sur des hypothèses, des rumeurs. Enfin, madame, excusez-moi, mais où sont les preuves? Je veux dire, de quoi est-elle coupable? Que s'est-il passé le soir du meurtre? Apprenant l'explosion, Marie fuit après avoir déposé son enfant chez la nourrice. En chemin, elle rencontre Jacob. Il est hagard, brutal, hors de lui. Et il lui dit qu'elle n'est pas en sécurité, qu'elle doit le suivre. Sous le choc, elle s'exécute. Quand elle se rend compte de son erreur, il est déjà bien trop tard. Le piège s'est refermé sur elle, elle est déjà entre ses griffes. Et c'est ça ce que les gens ont vu. Les gens ont vu un manipulateur violent qu'elle suit de son plein gré. Ceci étant, je vous l'accorde, un jour elle se lève et elle décide que cette fois-ci c'est fini. Fini les coups, fini les blessures, fini la peur.
Elle décide enfin à faire ce qui sauvera sa vie et celle de son fils, se défendre. C'est de la légitime défense, madame. De la légitime défense? Oui. D'accord. Alors, permettez-moi de vous rappeler quels sont les critères pour qu'une défense soit légitime. Une défense n'est légitime que si... Si elle est proportionnée et concomitante. Merci. Alors, elle n'est pas proportionnée. Pourquoi elle n'est pas proportionnée? Parce que l'une vit alors que l'autre non. Bon, en termes de proportion, hein, on a vu mieux. Ensuite, elle n'est pas concomitante, puisqu'il y a des preuves de sa préméditation. Le téléphone portable de Marie Stuart. D'accord? Voilà. Le téléphone portable, très bien. Jacob. Henri est encore rentré sous cette nuit, on s'est disputé, il m'a battu. S'il n'était pas le père de mon fils, j'aurais aimé le voir mort. J'ai peur pour la vie de Jacques et pour la mienne, je partirai avec toi loin d'ici, si je ne refusais pas de priver mon fils de son père. Jacob, aide-moi, je ne vois pas d'autre issue. Marie. Jacob à Marie, Marie, je te comprends, je vais t'aider, bientôt. Non seulement elle avait connaissance du projet de son amant, mais en plus elle en est la commanditaire. Alors, quelle a eu toutes les bonnes raisons de le faire n'est pas la question, c'est qu'elle se soit permise de le faire qui est jugé aujourd'hui. Quel est le but d'un procès? Mesdames et messieurs les jurés, quel est le but d'un procès? Merci. Le but d'un procès, aussi exceptionnel soit-il, n'est pas d'écrire l'histoire ou de servir la raison d'État. Le but d'un procès est de dire le droit et de rendre justice, mais une justice singulière pour un individu singulier. Sans règle. Ouais. Ouais. Du coup, ta conclusion à toi, c'est qu'il faut une loi, du coup. Oui. Pour imposer des règles partout, dans la vie de tous les jours. Comme ça, tout sera bien. Parce que sans loi, c'est n'importe quoi. On ne peut pas programmer froidement la mort de son conjoint, qui que ce soit, et quels que soient ses actes. L'avocat qui défend un meurtrier ne défend pas son crime. Non? La vengeance, peut-être. Bon, madame, vous m'insultez là. Moi, si je suis aujourd'hui devant vous pour accuser Henri Stuart, je ne suis pas seul. Il y a aujourd'hui même à mes côtés 133 avocates. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui peut faire évoluer le droit? Par exemple, c'est notre conviction intérieure qui, oui, parfois rentre en conflit avec la loi. Elle encadre nos actions de la même manière que les lois de la nature. La loi, elle a des conséquences concrètes, la loi. Vous allez emprisonner une femme parce qu'elle s'est défendue de son mari violent, parce que c'est la loi qui vous le dicte. Et si la loi est injuste, vous allez l'appliquer. Et là, c'est le patriarcat qu'il faut accuser. Ce système qui intime aux femmes de se taire et d'accepter, qui énonce comme une vérité générale une hiérarchie profonde des sexes. Et oui, aujourd'hui, on juge au lieu d'accompagner celles qui se lèvent contre cette condition infâme, on accuse au lieu d'assister celles qui tentent de se libérer de ce joug mortifère. C'est le silence qui tue. C'est le silence qui a tué Henri Stuart. À ce moment décisif qui précède le vote, rappelons-nous que toutes et tous, ici présents, représentons les puissantes forces du changement. Nous sommes déterminés à empêcher que des vieilles cultures reviennent sur le devant de la scène. En revanche, un crime est un crime et un criminel restera toujours un criminel. Et si nous le laissions impuni, nous bouleverserions les fondements même de notre société tout entière. Ça, ce sont les faits. Et maintenant, nous allons ensemble pouvoir procéder au vote. Marie Stuart doit-elle être libérée? Tu penses qu'elle doit faire s'il vous plaît. Coupable. Libéré. 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 Et libéré. Mesdames et messieurs les jurés, merci infiniment de vous être prêtés à cette expérience, d'avoir joué le jeu. Aujourd'hui, mercredi 20 novembre 2019,
ici, au lycée Jean Rostand, à Mantes-la-Jolie, vous avez décidé de libérer Marie Stuart. Merci beaucoup. Et on va rassembler des arguments pour ou contre la libération de Marie Stuart et on va refaire le débat. Non, elle a dit que je veux débattre. Mais ça n'empêche, ça n'empêche. Oui, mais je vais pas réussir à faire les deux. Du coup, un ordre de ces arguments-là. Aujourd'hui, les règles sont les suivantes. Quand on prend la parole, on se lève, on parle bien fort et bien distinctement. Et si on a un argument en équipe, on se lève en équipe. Nous déclarons l'accusé coupable, car nous ne savons pas que si elle avait un amant ou pas, pourquoi le mari était violent. Il était peut-être violent pour une cause raisonnable. C'est pour eux, c'est pas pour nous. Il était peut-être violent pas pour rien. Et elle n'avait pas à le tuer, car c'est l'une des pires choses au monde. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Alors soutenez-le s'il vous plaît. Peut-être qu'il avait des raisons valables de la frapper, mais un homme n'a pas frappé une femme. Malgré tout, il n'a pas frappé une femme. Eh ben soutiens-la, du coup tu te ranges. Dans ces cas-là, si jamais l'homme la frappait, pourquoi elle ne l'a pas quittée plutôt que de rester avec et du coup... Vous êtes d'accord avec ça? Elle veut pas le quitter parce que si elle le quitte, son enfant, il n'aura pas de père. Et il a besoin d'un exemple paternel. Les violences conjugales, il y a des femmes, elles ne peuvent pas quitter leur mari parce qu'elles sont tellement dans la violence qu'elles n'y arrivent pas. Et c'est très compliqué. Donc voilà. Un homme n'a pas à frapper une femme, mais une femme encore moins à tuer un homme. Peut-être que la femme, elle a tué son homme physiquement, mais son homme, il l'a tué moralement parce qu'avec des coups. On vous écoute. La parole est à la défense. Alors, regarde-le. Un homme n'a pas à frapper une femme, elle vivait dans la souffrance. Lui, elle a envoyé un message en disant qu'elle voulait le tuer. Mais cette phrase-là, on l'a tous dit à quelqu'un, oh j'ai envie de te tuer, mais on ne l'a jamais pensé sincèrement et on ne l'a jamais fait. C'était une femme instable par rapport à son mari. Elle vivait très 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 mal. Je pense que si vous serez mis à la place de cette femme-là, vous aurez tous pensé pareil. Je suis désolée, mais vous ne pouvez pas vivre dans des bonnes conditions en sachant que quand vous rentrez chez vous tous les soirs, votre homme vous bat. Et puis, moi je pense qu'elle avait pas raison de le tuer, mais quand même, c'est pas normal de frapper sa femme. Et puis là, en 2019, il y a beaucoup de cas comme ça, énormément. D'année en année, ça augmente. Et puis j'ai même une question à poser. Est-ce que l'homme a pensé que sa femme subissait et serait peut-être morte par coups abusifs? Comme vous avez pu le dire, un homme n'a pas à frapper une femme. Mais une femme n'a pas à avoir un amant non plus. Elle a peut-être envoyé des messages sur le coup de l'énervement. Ce qui est dit est dit, et ce qui est fait est fait. Elle a commandité un meurtre quand même. Ce qui est grave. Et comme vous avez dit qu'elle n'avait pas à le tuer, c'est pas bien de tuer une personne. C'est bien ce qui s'est passé. Votre accusé, votre défendu, comme on dit, a bien commandité un meurtre. Peu importe qu'elle vivait, elle aura pu divorcer. La mort de son mari n'était pas la meilleure solution. Elle aurait pu prendre son enfant et s'en aller. Et nous pensons que nous la garder enfermée est la meilleure des solutions. Si elle l'a fait une fois, elle pourrait le refaire. Elle aurait dû le quitter, elle a commandité un meurtre et la loi c'est la loi. Voilà. Nous allons pouvoir revoter en connaissance de cause et avec la conscience de la responsabilité qui pèse sur chacun et chacune d'entre nous. Mesdames et messieurs les jurés, aujourd'hui, vous avez décidé de nouveau de libérer Marie Stuart. Je travaille pour l'association Les 400 coups, qui est une association qui est un pôle pour le spectacle vivant jeune public sur le territoire Grand Paris Seine-et-Oise. Comment est venue l'idée de
du spectacle? Alors l'idée en tout cas du spectacle, cette compagnie-là, elle travaille depuis 2 ans sur les questions de justice et donc est venue cette idée-là. Nous, on a voulu la programmer ici parce que l'idée c'était d'aller dans les établissements scolaires, de pouvoir venir proposer de la culture aux élèves. Et nous, on avait envie de faire venir ce spectacle ici dans les établissements parce qu'on a envie de pouvoir toucher les gens qui ne viennent pas forcément au théâtre aussi et que c'est une bonne façon de le faire. Des comédiens sont venus au lycée Jean Rostand à Mantes-la-Jolie pour nous raconter l'histoire de Mary Stuart, une femme qui avait été complice du meurtre de son mari, et ils nous ont proposé de refaire son procès. Une fois qu'ils nous avaient expliqué, les comédiens nous avaient expliqué l'histoire de Mary Stuart, ils nous ont distribué des petits papiers en disant si on voulait la libérer ou la condamner. Donc il y avait 95% environ des personnes qui voulaient la libérer et 5% des personnes qui voulaient la condamner. Au final, on devait revoter pour savoir si on décidait de libérer ou de condamner Mary Stuart. Pour conclure, j'ai beaucoup aimé cette expérience parce que je pense qu'à notre âge, ça peut faire changer des mentalités, nous faire évoluer, et j'ai beaucoup aimé vivre cette expérience.